Bonjour, donc bienvenue au cours Complexité algorithmique. C'est un cours pour les étudiants de master professionnel Data Science de l'année universitaire 2020-2021. Nous allons entamer ce cours par vous présenter les principales références bibliographiques. Donc je commence par présenter les principales références bibliographiques et je commence par l'ouvrage de Monsieur Perifel intitulé Complexité algorithmique. Ce livre a été publié en 2014 et nous allons le prendre comme référence de base au niveau de la présentation de notre cours Complexité algorithmique. La deuxième référence et aussi la troisième référence sont en fait mes travaux de recherche qui vont être intégrés pour enrichir le cours complexité algorithmique que nous allons présenter lors de ce semestre. Et le cours est totalement ouvert à toute proposition que vous pouvez donc ajouter, que vous pouvez donc proposer. C'est un cours totalement ouvert à vos propositions. On pourrait donc changer, ajouter d'autres références selon ce que vous allez demander. Alors, le plan que j'ai préparé, comme le cours est ouvert, donc on pourrait effectuer des modifications en fonction de vos questions au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, la plupart d'entre vous ont déjà suivi un cours de complexité algorithmique en troisième année sous ma responsabilité. Alors, ce que nous allons faire, nous allons rappeler toutes les notions, mais nous allons aussi passer pour présenter d'autres notions plus riches que nous avons déjà présentées en licence et ajouter aussi et intégrer les travaux de recherche. Nous allons faire appel à tout ce qu'on pourrait donc ajouter et utiliser pour enrichir ce cours. Alors, je commence par mon plan par un premier chapitre qui va être traité aujourd'hui, Introduction à la complexité algorithmique. Dans un deuxième chapitre, nous allons aussi présenter les diverses méthodes de calcul de la complexité, le modèle de calcul, la complexité en temps et en espace d'un algorithme. Dans un troisième chapitre, nous allons présenter les diverses classes de complexité. Alors, si vous voulez, nous allons, au niveau de ces trois chapitres, reprendre ce que nous avons fait ensemble en licence, le reprendre en détail pour ceux qui n'ont pas pu, qui ne sont pas déjà inscrits sous ma responsabilité en licence. Donc, et par la suite, nous allons passer à, lorsque par exemple nous allons présenter le modèle de calcul basé sur la machine du Turing, nous n'allons pas se limiter uniquement sur une machine du Turing simple comme nous l'avons présenté en licence. Nous allons passer à une machine du Turing qui a la possibilité d'effectuer plusieurs tâches en parallèle. Donc si vous voulez, nous allons traiter les machines du Turing parallèles. Et donc au niveau des classes de complexité, on pourrait donc ajouter un quatrième chapitre suite au troisième qui va traiter une, si vous voulez, une modélisation ou un formalisme qui nous permet de modéliser les divers problèmes de la classe un peu difficile. C'est pour ça donc nous allons reprendre le formalisme problème de satisfaction de contraintes valuées, étudier sa complexité, passer à un formalisme, une variété de ce premier formalisme qui est le même, mais avec en prenant en considération le cadre de optimiser plusieurs fonctions objectives. Et à la fin, et afin de présenter une méthode de résolution pour tous les problèmes un peu difficiles, nous allons proposer une nouvelle formulation qui est le problème de satisfaction de contraintes valuées multi-objectifs dont les contraintes sont intelligentes. Alors, comme je vous ai dit
au niveau de ce chapitre, vous avez la possibilité de proposer vous-même d'autres formalismes qui nous permettent donc de traiter les problèmes de la classe MP difficile ou de la classe de MP, là où il n'y a pas de solution algorithmique satisfaisante qui nous permet de résoudre ces problèmes. Un cinquième chapitre va présenter en fait les diverses méthodes qu'on pourrait utiliser pour ces diverses classes. Donc, lorsque vous allez donc reprendre les notions, peut-être il y a des étudiants qui ont oublié, aussi peut-être qu'il y a ceux qui n'ont pas suivi le cours de complexité sous ma responsabilité. Alors lorsque nous allons reprendre ces notions et les maîtriser, nous allons passer à appliquer ça et proposer aussi des solutions. Les solutions que nous allons proposer au niveau du chapitre 5 ne sont pas toutes les solutions possibles, mais nous essaierons quand même de vous présenter le maximum et les meilleures solutions qu'on pourrait utiliser en termes de simplicité et aussi en termes d'efficacité. Alors, nous commençons aujourd'hui le premier chapitre, Introduction à la complexité algorithmique. Ce que nous allons présenter donc au niveau de ce chapitre, nous essaierons ensemble de répondre à cette question. Alors, pourquoi faut-il étudier la complexité algorithmique? Et c'est quoi l'apport pour un informaticien? Vous savez qu'on pourrait avoir trois types donc d'informaticiens. Un qui va opter pour le travail et un qui va effectuer des recherches scientifiques au niveau de l'informatique. Alors, c'est quoi l'apport de la complexité algorithmique? Qu'est-ce qu'elle pourra ajouter pour vous? C'est quoi donc l'intérêt déjà de faire des études approfondies en complexité algorithmique? Alors, ce que je vous propose comme solution, tout d'abord, nous allons commencer par définir c'est quoi la théorie de la complexité. Alors, par la suite, nous allons définir la complexité algorithmique. En effet, la théorie de la complexité est une branche de l'informatique. Elle cherche à calculer, formellement, la complexité algorithmique nécessaire pour résoudre un problème algorithmique P au moyen de l'exécution d'un algorithme A. Alors, euh, si je vous demande par exemple de me présenter une solution algorithmique pour faire l'algorithme de tri, alors vous pouvez proposer plusieurs solutions et une des questions qu'on pourrait poser, quelle est la différence entre ces diverses solutions? Alors on pourrait avoir une première solution A1, une deuxième solution A2 et une troisième par exemple solution A3. Ces diverses solutions sont-elles équivalentes? Pourquoi nous allons choisir l'une entre elles et non pas l'autre? Et est-ce que déjà, pour résoudre un problème, là je prends un autre exemple, supposons que vous avez la tâche, on vous demande de présenter une solution algorithmique qui vous permet de choisir pour un étudiant en LFIG 3 qui va obtenir bientôt son diplôme, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Donc, si vous voulez, est-ce qu'il va faire comme vous, master professionnel en data science ou master professionnel dans une autre institution, ou il peut faire master de recherche à Sfax ou à Tunis ou à Sousse. Il peut aussi postuler pour un travail et tenter toutes les chances. Donc, il va s'investir, il va préparer son CV, il va commencer à faire des entretiens en espérant avoir donc un travail qui va satisfaire ce qu'il souhaite comme donc ambition. Alors là, pour ce problème, si après ce que vous avez donc de formation de 3 ans, avez-vous la possibilité de présenter une solution
algorithmique qui permet de résoudre ce genre de problème. Alors, ceux qui ont bien maîtrisé, donc s'il y a des présents, je vérifie s'il y a des présents actuellement. Donc, si vous pouvez répondre, donc vous pouvez prendre la parole. Sinon, nous allons continuer la présentation et l'héberger. Donc là, je vois que pour le moment, il n'y a pas de présents. Tout à l'heure, il y a eu des présents, mais apparemment, il y a des problèmes techniques au niveau de la connexion. C'est pour ça que je vais à la fin de cette présentation vous héberger la présentation sur YouTube et vous pouvez poser toutes les questions, que ce soit sur votre espace de cours, que ce soit par email, que ce soit donc même sur la chaîne YouTube, là où vous allez trouver cette vidéo. Alors, je reprends donc ma question. Si on vous demande de présenter une solution algorithmique, là, c'est un problème de quelle classe pour qu'on puisse savoir si nous avons la possibilité de présenter une solution algorithmique. Et donc, ça c'est déjà un premier intérêt de la complexité algorithmique. Le fait de savoir classer un problème, ça va nous permettre tout d'abord de savoir s'il y a une solution algorithmique pour ce problème, oui ou non. Et s'il y a une solution algorithmique pour ce problème, donc laquelle choisir, car on pourrait avoir plusieurs solutions. Et s'il n'y a pas de solution algorithmique, dans ce cas, quelle est la meilleure approximation qu'on pourrait apporter pour ce problème? Alors là, je vais passer à la définition de la complexité algorithmique. Le problème donc, que j'ai cité tout à l'heure, c'est un problème de décision pour qu'un étudiant peut choisir donc entre les divers choix qui peuvent être offerts à lui. Et pour ce problème de décision, en fait, il n'y a pas de solution algorithmique. C'est pour ça donc il faut passer par une approximation. Alors, la complexité d'un algorithme A est le calcul de la quantité de ressources temps ou espace. Là, en fait, lorsque je parle de temps, donc il y a entre les diverses solutions qu'on pourrait apporter pour un algorithme de tri, solution A1, A2, A3, on pourrait avoir une première solution qui nous offre la solution, par exemple, en 1 minute pour une taille fixe du problème. Si une deuxième solution reste plus en termes de temps, on dit qu'elle est en train de consommer plus de ressources en termes de temps. La deuxième ressource, c'est en espace. Si la solution algorithmique consomme au niveau de la mémoire de votre ordinateur plus de ressources, plus de mémoire, plus d'allocation de variables, ceci veut dire que cette solution est en fait, elle consomme plus de mémoire par rapport à une autre solution là où nous avons alloué moins de variables. Donc la complexité d'un algorithme, elle va nous permettre de comparer entre plusieurs solutions algorithmiques en termes de temps et en termes d'espace, en termes de temps nécessaire pour l'exécution de cette solution algorithmique et en termes d'espace alloué et utilisé. Et comme vous pouvez donc le constater que l'espace alloué par une solution algorithmique donc est nécessaire car lorsque vous allez acheter un ordinateur, on va vous dire que la capacité de votre ordinateur en termes de mémoire est fixée à une telle capacité. Et si vous allez essayer de proposer des solutions algorithmiques là où vous consommez plus de mémoire, vous pouvez risquer de ne pas réussir à exécuter ces solutions sur votre machine. Donc là, la complexité algorithmique et le calcul de la quantité de ressources nécessaires en termes de temps et en termes de mémoire, nécessaires pour résoudre un problème bien formulé P au moyen de l'exécution de cette solution algorithmique A en fonction de la taille n de ce problème. Comme je vous ai dit, donc, il faut fixer cette taille pour pouvoir
comparer les diverses solutions en termes de temps et d'espace. Ceci nous ramène à dire que la complexité algorithmique nous aide à choisir la meilleure solution, donc à apprendre et savoir quelle est, je vais utiliser le terme, qui domine l'autre en termes de consommation de ressources, temps et espace. Vous allez peut-être poser la question, monsieur, et si nous avons une solution A1 qui est plus rapide, qui consomme moins de ressources en termes de temps, et l'autre solution A2, elle consomme moins d'espace. Alors, laquelle dans ce cas nous allons choisir? La réponse est que les ressources sont prises dans cet ordre, temps, par la suite espace, et si une solution algorithmique est meilleure en termes de temps, on va dire que elle domine l'autre, même si l'autre est meilleur en termes d'espace. À votre avis, pourquoi? Alors, s'il y a des présents, vous pouvez donc répondre. La réponse, c'est que au niveau de la machine du Turing en 1937, elle a été inventée, on a même imaginé que le ruban est de taille infinie. Donc, on n'a pas trop donné une importance à la mémoire, à l'espace, à la mémoire. Et même aujourd'hui, lorsqu'on parle en 2020, on sait que les ordinateurs peuvent utiliser les disques durs comme mémoire complémentaire pour effectuer des opérations. Et donc, avec des disques durs de 1 Tera et plus, on pourrait dire que vraiment la mémoire, l'espace ne représente pas en termes de ressources un inconvénient majeur pour exécuter des solutions algorithmiques avec des ordinateurs. Par contre, le temps, c'est quelque chose de très déterminant, car imaginez que le chef de l'entreprise, là où vous travaillez, il vous demande de préparer une solution algorithmique pour résoudre un problème P, et vous allez lui apporter pour votre solution algorithmique une solution qui nécessite pour l'exécution 2 jours. Alors que lui, pour prendre sa décision, il a besoin de la prendre ce soir ou demain matin. Dans ce cas, si vous allez préparer et présenter cette solution, votre solution ne va pas lui apporter quoi que ce soit et elle ne sera pas utilisée à défaut de la consommation de ressources temps qui dépasse les deadlines, si vous voulez, proposés par celui qui va vous demander de lui programmer cette solution algorithmique. Alors, donc, nous avons dit en fonction de la taille n du problème et indépendamment de la performance de la machine de l'exécution. Qu'est-ce qu'on voudrait dire par indépendamment de la machine de l'exécution? C'est-à-dire, si nous allons comparer des solutions algorithmiques, on va supposer que nous allons les faire tourner sur des machines de la même performance. Alors, une fois on a défini c'est quoi la théorie de la complexité, c'est quoi la complexité algorithmique, alors je vais vous inviter à avoir une idée comment on pourrait comparer deux solutions algorithmiques. Alors, si je prends une première solution algorithmique A, que je vais l'appeler Mac, et je vais prendre une deuxième solution algorithmique B, que je vais appeler par exemple Mac DS, plus DS. Alors, je reviens à dire que tout à l'heure, nous avons parlé que pour comparer deux solutions algorithmiques, là où nous avons la possibilité donc pour ces solutions de proposer une solution algorithmique exacte, ceci ne pose aucun problème, il suffit d'avoir la solution la plus rapide. S'ils ont la même rapidité en termes de temps, il suffit dans ce cas de prendre la solution qui consomme moins d'espace. Mais imaginez que nous allons proposer des solutions algorithmiques pour des problèmes où nous n'allons pas réussir à résoudre tous les problèmes. Dans ce cas, on pourrait donc considérer que la domination d'une solution par rapport à l'autre peut se faire
à travers le pourcentage de réussite à résoudre des solutions sur un instant de temps bien déterminé. Par exemple, si on fixe un horaire de 3 heures, nous allons comparer entre ces deux machines, ces deux solutions algorithmiques, quelle est la solution algorithmique qui a plus de pourcentage de euh, pouvoir résoudre les problèmes selon le temps, le deadline qu'on pourrait fixer. Alors, à part cette méthode de comparaison, je reprends avec les deux algorithmes. Si je prends par exemple le tri par insertion et le tri par fusion, donc ce sont une première solution algorithmique A1, le tri par fusion une deuxième solution algorithmique A2 pour résoudre le problème de tri, c'est-à-dire d'arranger les valeurs d'un tableau. Alors on va prendre une taille de ce tableau qui est n et on va essayer de comparer ces deux solutions, quelle est la meilleure. Alors pour la comparaison, si je vais faire tourner ces deux solutions algorithmiques là où la taille de mon tableau est de 10 au carré, c'est-à-dire 100 cellules, alors dans ce cas, je vais trouver que le tri par insertion nécessite donc on va tourner les deux solutions algorithmiques là sur la même machine pour qu'on puisse comparer l'efficacité de la solution A1 et la solution A2. On va trouver que la solution A1 pour une taille de problème là où nous avons un tableau de n cellules égale à 10 au carré, nous allons trouver que la première solution algorithmique nécessite 1,8 millisecondes pour l'exécution. Pour la deuxième, 0,3. Si nous allons augmenter la taille de notre tableau, et on pourrait passer par exemple à 10 ici à la puissance 4, là on passe de 5,5 secondes environ à 5,5 donc millisecondes, donc c'est un peu fois 1000. Mais si on passe à une taille encore beaucoup plus importante, 10 à la puissance 8, et en faisant tourner les deux solutions algorithmiques sur la même machine, nous allons trouver que la première solution algorithmique nécessite 21 années, alors que la deuxième nécessite 25,8 secondes. Et là, vous voyez que si nous allons opter pour une solution là où la complexité est inférieure, on pourrait avoir donc une efficacité énorme lorsque nous allons augmenter la taille du problème. C'est vrai que si nous avons des tableaux où la taille est très faible, donc dans ce cas la différence est négligeable. Mais si nous allons à chaque fois augmenter donc la taille du problème, on pourrait avoir une différence importante. Donc les deux programmes sont écrits en même langage, ça c'est sûr, et exécutés surtout sur la même machine, donc pour pouvoir comparer uniquement les solutions algorithmiques et non pas les machines d'exécution. Alors, le tri-fusion selon cette expérience effectuée est pratiquement, car on est basé sur l'expérimentation pour comparer ces deux solutions algorithmiques. On dit que le tri par fusion par cette deuxième solution algorithmique est pratiquement ici plus performant, mais on pourrait dire qu'il est théoriquement plus performant si nous avons la possibilité de comparer leur complexité algorithmique en termes de calcul de la complexité de chaque solution. Alors je peux déjà vous dire que nous avons la possibilité au niveau de la théorie, et je vais me permettre de dire que le tri par insertion est de complexité temporelle. Donc imaginez qu'on a la possibilité de faire le calcul de la complexité algorithmique à travers une méthode que nous allons l'annoncer au niveau du prochain chapitre. Et cette méthode va nous permettre de dire que la complexité de tri par insertion, elle est de l'ordre de O n carré, dont le pire cas est en moyenne. Alors, pour l'autre algorithme de tri qui a été considéré au niveau de
la pratique plus rapide, on pourrait donc calculer sa complexité temporelle et elle est de l'ordre de ON log de n. Et n log de n est inférieur à 1 carré, ce qui nous donne comme résultat que le tri par fusion est théoriquement cette fois plus performant. Et c'est quoi la différence entre dire que un algorithme il est théoriquement plus rapide et un algorithme il est plus rapide au niveau de la pratique? La pratique, ceci veut dire que nous avons effectué plusieurs tests et nous avons trouvé que dans la plupart des tests, une solution domine l'autre. Alors que en théorie, on a la possibilité de confirmer que certainement la solution de tri par fusion est dominante à la solution de tri par insertion car elle a une complexité algorithmique temporelle plus faible qui est de l'ordre de n log de n au lieu de n carré. Alors, dire qu'une solution algorithmique est théoriquement plus performante, c'est un résultat théorique. Il nous permet de confirmer que cette solution domine sans avoir besoin d'effectuer des simulations la deuxième solution. Donc la solution tri-fusion domine la solution tri-insertion sans avoir besoin d'effectuer des simulations pour dire que la solution algorithmique par fusion est dominante à celle par insertion. C'est un résultat théorique dû au fait que la complexité algorithmique de le tri par fusion est inférieure à la complexité algorithmique de tri par insertion en consommation de la ressource temps comme on a présenté tout à l'heure. Alors là en fait on va clôturer avec les exemples et nous allons donc plus tard présenter la méthode de calcul qui va nous permettre de dire quelle est la complexité temporelle et spatiale aussi d'une solution algorithmique. Et pour ce faire, nous allons en fait se baser sur la machine de Turing. Alors, avant de présenter la méthode de calcul, nous allons faire un parcours algorithmique, machine de Turing et calculabilité. On va voir c'est quoi le lien et comment ça a évolué. Nous allons commencer de l'algorithmique, nous allons passer par la machine de Turing et nous allons par la suite parler du calcul de la complexité à partir de la machine de Turing. Et je précise, à partir comment nous pouvons calculer et lorsque la machine de Turing échoue, comment nous pouvons donc estimer aussi la complexité algorithmique. Alors, commençons par un peu, si vous voulez, d'histoire. Je commence par, je vais revenir avec vous 4000 ans en arrière et je vais parler des Babyloniens, l'actuel Irak, Medinat Babel précisément. Alors les Babyloniens, ils ont marqué le premier algorithme sur Terre et étaient principalement des méthodes de calcul pour le commerce et les impôts. Alors en fait, ils ont utilisé des écritures sur les pierres et 4000 ans en arrière, ils ont parlé de l'écriture binaire à base 60 et ces écritures, en fait, sont très similaires à ce qu'on a présenté par la suite au niveau de l'écriture binaire à base 2, qui est à la base de la création des ordinateurs avec la machine du Turing. Alors, on passe un peu, donc je vais revenir avec vous à 2300 ans en arrière, là où les Grecs ont présenté l'algorithme d'Euclide. C'est une solution algorithmique pour effectuer les calculs de division. Et passons un peu là où on va passer cette fois à environ 1100 ans en arrière, à l'année 900, là où Al-Khwarizmi, un mathématicien perse, l'actuel Iran, a consacré en fait
tout un ouvrage aux algorithmes, là où il a parlé des algorithmes qui ont été inventés même avant l'époque où il a écrit cet ouvrage. Alors, pouvez-vous présenter une solution algorithmique pour n'importe quel problème? Si je reprends avec l'exemple de décision que j'ai proposé tout à l'heure, alors pour ce genre de problème, là où vous avez donc un étudiant qui veut décider entre continuer ses études master pro ou master de recherche, entre par exemple s'investir pour chercher un travail, qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce que vous pouvez lui proposer une solution algorithmique qui va lui aider à prendre le choix efficace, le choix le plus idéal? Alors, je continue à poser des questions. Y a-t-il des limites des solutions algorithmiques? Y a-t-il une solution algorithmique pour un problème de décision? Alors, dans ce cas, nous allons revenir un peu au niveau de l'histoire à l'année 1600 et précisément entre 1600 et 1800, précisément l'année 1642, il y a eu l'invention d'une première machine qui exécute les solutions algorithmiques. Le français Pascal, avec Leibniz, ont construit des machines à calcul qui sont à base mécanique. La Pascaline, en 1642, a profité des automates et de l'automatisation du calcul pour exécuter les solutions algorithmiques utilisées au niveau d'une calculatrice aujourd'hui. En 1928, une date à retenir au niveau de la complexité algorithmique, là où Hilbert, avec son problème de décision, il a demandé s'il existe un algorithme capable de décider. Et pour lui, il est déjà en train de penser s'il existe un algorithme pour décider. Si nous avons la possibilité d'exécuter les solutions algorithmiques par des machines, ceci veut dire que nous avons la possibilité de présenter une machine capable à décider. C'est pour ça, il a posé la question, est-ce que la machine est capable à prendre une décision? Entre 1936 et 1937, si vous voulez, ça a même commencé à partir de l'année 1931. Alan Turing, avec son directeur de thèse, si vous voulez, ont montré qu'il n'existe pas d'algorithme pour le problème de décision qui a été par la suite classé comme un problème un peu difficile. Donc pour les problèmes de décision, il n'y a pas de solution algorithmique. Alors, depuis ces travaux, la calculabilité, la théorie de calculabilité, cherche à étudier les horizons et les limites des solutions algorithmiques. Là, je vais en fait m'arrêter un peu sur ce que j'ai appelé donc les travaux de Turing. En fait, il a réussi à présenter une machine virtuelle intitulée la machine du Turing. Et cette machine du Turing, tout ce qu'elle peut résoudre a été considéré comme une solution algorithmique. Donc c'était en quelque sorte une machine qui a la possibilité d'exécuter toutes les solutions algorithmiques. Alors si la Pascaline elle permet d'exécuter des solutions de calcul, Alan Turing a passé à une machine, à imaginer une machine qui a la possibilité de exécuter toutes les solutions algorithmiques qu'on pourrait donc formuler. Jusqu'à 1937, et même je vais dire jusqu'à 1945, même si on trouve les traces en 1941 des premiers ordinateurs qu'on a inventés, les chercheurs ont pris l'idée de Alan Turing
Et ils ont essayé de concrétiser ça sous forme d'une machine qui a la possibilité d'exécuter toutes les solutions algorithmiques. C'est le résultat de l'ordinateur d'aujourd'hui. Les ordinateurs d'aujourd'hui, ils ont la capacité de résoudre toutes les solutions algorithmiques. Alors, Alan Turing aussi en 1937, il a indiqué que sa machine n'a pas la possibilité de résoudre les problèmes de décision. Et si on reprend avec la question de Hilbert, il a apporté une question à Hilbert, il lui a dit, voilà, je peux présenter une machine qui a la possibilité d'exécuter toutes les solutions algorithmiques, mais cette solution n'a pas la possibilité de décider car pour lui, donc, les problèmes de décision ne sont pas solubles, on ne peut pas les résoudre avec sa machine de Turing. Comme les ordinateurs, et même ceux d'aujourd'hui, car à partir de 1945 jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu de... on est toujours en train d'utiliser l'idée de la machine de Turing, mais avec une sorte d'accélération au niveau de l'exécution et au niveau de la consommation des ressources. Alors, si nous avons des ordinateurs qui ont la possibilité de exécuter tout ce qui est résolu avec la machine de Turing, ceci veut dire que nous avons une machine concrète et non pas virtuelle qui a la possibilité de résoudre tout ce que la machine de Turing est capable de résoudre. Et on a dit que le problème de décision n'est pas résolu par la machine de Turing, il n'est pas aussi, on ne peut pas le résoudre aussi de manière exacte par les ordinateurs. Alors, les recherches à partir des années 50 ont été focalisées sur trouver un moyen de résoudre si vous voulez, les problèmes où nous n'avons pas la possibilité de présenter une solution algorithmique exacte pour ces problèmes avec un ordinateur. Et donc, nous allons dans ce cas passer par une approximation. Et quelle est donc l'efficacité de cette approximation? Et aussi, est-ce qu'il y a une approximation qui est efficace pour n'importe quel problème P? On pourrait lui associer la meilleure approximation possible. Donc, c'est quoi la meilleure approximation? Et aussi, c'est quoi le processus d'approximer un problème? Sera traité donc au niveau des chapitres 4 et 5 en détail. La machine de Turing et calcul de complexité. Je vous ai dit que la machine de Turing nous a permis de conclure qu'on n'a pas la possibilité de résoudre des problèmes de manière exacte, des solutions algorithmiques de manière exacte pour les problèmes de décision. Mais c'est quoi le rôle déjà de la machine de Turing au niveau de la complexité? C'est quoi le lien avec la complexité ou le calcul de la complexité algorithmique? Là, je vais vous présenter une image, une figure qui représente un exemple de machine de Turing en Lego. Et je vais aussi vous présenter, donc à part cette représentation, nous allons présenter une définition formelle de notre machine de Turing. Nous allons présenter les diverses composantes qui vont permettre de construire une machine de Turing. Et je commence par une distinction entre une machine de Turing déterministe et une machine de Turing non déterministe. Et cette distinction, elle va donner une sorte de classification à un problème. Alors nous allons dire qu'un problème P est déterministe polynomial si nous pouvons lui apporter une solution algorithmique exécutable sur la machine de Turing déterministe. Il est de la classe non déterministe polynomial si on pourrait lui apporter une solution sur la machine de Turing dite non déterministe. Et si nous n'avons pas la possibilité d'apporter une solution algorithmique à un problème, ceci veut dire ni avec la machine de Turing déterministe, ni avec la machine de Turing non déterministe. Dans ce cas,
Il n'y a pas de solution algorithmique et donc le problème est classé comme un problème NP difficile, non déterministe, polynomial, difficile à lui apporter une solution algorithmique et même la formuler. Alors c'est quoi une machine de Turing déterministe? Une machine de Turing déterministe est un objet mathématique composé d'un ou plusieurs rubans infinis et divisé en cases infinies consécutives. Chaque case constitue un symbole parmi un alphabet fini. Les cases non encore écrites du ruban contiennent le symbole blanc. Donc on a des cases. Là où on a la possibilité, au niveau de ce ruban qui est infini, on a des cases là où nous avons la possibilité d'écrire des symboles. Et les cases là où rien n'est écrit sont marquées par un blanc. Notre machine de Turing. Alors, notre machine de Turing, comme vous allez le voir au niveau de cette figure, alors est composée de ce ruban, ce qui est ici, là où il y a la possibilité d'écrire des symboles ou des caractères au niveau de ce ruban. Et notre ruban a été considéré comme un ruban infini où nous avons la possibilité d'écrire à l'infini ce qu'on voudrait au niveau de ce ruban. Et si ça a été rempli, ça va être en fait changé par un autre ruban. En fait, Alan Turing, en 1937, nous avons déjà, si vous voulez, les salles de cinéma où nous avons la possibilité d'enregistrer des films sur des rubans. Donc, toutes les composantes qui ont été utilisées par Alan Turing en 1937 existent déjà. C'est pour ça, ceci a donné la possibilité à concrétiser cette machine de Turing en un ordinateur réel. Donc, on a la possibilité facilement de produire ce ruban. Je reprends donc la suite. La deuxième composante, c'était une tête de lecture-écriture. Elle peut lire, écrire ces symboles sur le ruban. Et aussi, elle peut faire un déplacement, que ce soit vers la gauche ou vers la droite sur le ruban. Alors, notre tête de lecture-écriture, comme vous allez le voir ici au niveau de cette figure. Alors, notre tête, celle-là, c'est la tête de lecture-écriture. Et celui-là, j'ai pris une autre image de ruban. Donc, c'est un ruban infini similaire à ce qu'on pourrait avoir au niveau de l'enregistrement des films. Cette tête de lecture-écriture a la possibilité de lire ce qu'il y a sur cette case du ruban, là où elle est positionnée. Elle a la possibilité, à part le fait de faire la lecture, d'écrire donc un autre symbole ou un autre caractère sur le ruban. Et aussi, on a la possibilité de faire un déplacement à droite ou un déplacement à gauche. Alors, je reprends avec la figure de tout à l'heure. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est notre tête de lecture, écriture. Donc on a dit que cette tête de lecture-écriture a la possibilité de lire, écrire et faire un déplacement. Ici, le déplacement va se faire au niveau du ruban. Mais en fait, lorsqu'il a présenté au départ sa machine de Turing, il a considéré que c'est la tête qui fait le déplacement et non pas le ruban. C'est pour ça donc j'ai fait appel à la deuxième figure, là où vous avez exactement une tête de lecture-écriture qui elle peut faire, donc je reprends avec la représentation, c'est la tête ici qu'elle va faire, donc le ruban est fixe, et c'est la tête qui pourrait faire les déplacements à droite et à gauche, mais c'est le même résultat, c'est le même concept, que ce soit on fait donc passer le ruban ou la tête, c'est la tête qui va être commandée par Alan Turing. Donc comment on pourrait
commander cette tête par Alan Turing. Il a proposé que, donc la dernière composante, une table d'action a la possibilité de commander la tête de lecture. Mais avant cette table, il a proposé qu'il existe un registre d'état. Et ce registre, il a comme rôle de mémoriser l'état courant de la machine du Turing. Donc, à l'état actuel, qu'est-ce que nous avons? Ceci va être mémorisé au niveau de registre d'état. La table d'action, elle représente en quelque sorte la solution algorithmique qui va être exécutée par la machine du Turing. Et son rôle, c'était de indiquer à la machine quel symbole écrire. Et si je vais dire à la machine, ceci veut dire elle va indiquer à la tête de lecture-écriture qu'est-ce que nous devons écrire, comment déplacer la tête, c'est-à-dire vers la droite ou vers la gauche, et quel est le nouvel état ou l'arrêt de la machine. Quand est-ce qu'on va s'arrêter et comment va s'effectuer donc l'opération de commander la tête de lecture afin d'exécuter une solution algorithmique. Alors là en fait nous allons voir ensemble un exemple par la suite qui va nous permettre de comprendre comment une solution algorithmique à travers la table d'action va être exécutée et en fonction de la commande de la tête de lecture et écriture, nous pouvons donc utiliser la machine du Turing pour effectuer une solution, pour exécuter une solution algorithmique. Alors, l'exemple que je vous propose, ça va être un exemple très simple. Et on va prendre comment ajouter 1 à un entier. Et on va supposer que déjà l'entier est écrit sur la machine de Turing en binaire. Donc on va essayer d'ajouter 1 à, par exemple, 10 écrit en binaire, c'est-à-dire à 10, 10. Et lorsque vous écrivez cette instruction x reçoit x plus 1, qu'est-ce qu'il va se passer au niveau de la machine du Turing pour ajouter 1 en binaire? Donc tout d'abord, le x doit être écrit, doit être transformé en binaire. Par la suite, qu'est-ce qu'il va se passer pour lui ajouter 1 en utilisant la machine de Turing? Donc, que va-t-il se passer au niveau de la machine du Turing pour ajouter déjà 1 en binaire à, par exemple, si x est égal à 10, donc on va voir qu'est-ce qu'il va se passer. Mais avant de résoudre cet exercice, nous allons reprendre, nous avons dit tout à l'heure que nous avons déjà deux types de machines. Une machine du Turing déterministe et une machine du Turing non déterministe. Et quelle est la différence entre ces deux machines? Alors, tout se fait au niveau de la table d'action. Nous avons dit que la table d'action, elle va commander la tête de lecture-écriture, elle va lui proposer qu'est-ce qu'elle va lire, qu'est-ce qu'elle va écrire et quel déplacement à faire. Alors, au niveau de déplacement, alors lorsque nous avons une table d'action qui indique à la machine du Turing quel symbole écrire, comment déplacer la tête de lecture et quels sont les nouveaux états possibles, les diverses possibilités d'avoir plusieurs transitions activables pour un état donné. Si nous avons plusieurs états, pour lire le même caractère, en faisant le déplacement d'un état à un autre, nous allons dire que c'est une machine du Turing non déterministe, alors que pour lire un caractère, il y a une seule transition qui va dire, qui va dicter à la table d'action qu'est-ce qu'elle va lire, qu'est-ce qu'elle va écrire et quels sont les déplacements à faire. Donc si au niveau de la lecture, nous avons un seul état là où nous allons faire le déplacement, au niveau de la table d'action, dans ce cas on dit que c'est une machine du Turing déterministe. Si il y a plusieurs états pour lire le même caractère et donner quels sont, il y a plusieurs donc manipulations, diverses manipulations qu'on pourrait faire
avec la tête de lecture afin d'exécuter la solution. Dans ce cas, si une ne fonctionne pas, on doit passer par ce qu'on appelle le backtrack, le retour en arrière, pour vérifier si l'autre va nous amener à une solution algorithmique. Ces retours en arrière au niveau de la machine du Turing fait de sorte que la machine du Turing est non déterministe. Donc si nous avons plusieurs états pour lire le même caractère, là où la table d'action, il y a plusieurs transitions, diverses transitions qui passent à divers états pour lire le même caractère, donc notre machine du Turing est non déterministe car ceci va impacter le temps de résolution de la solution algorithmique. Par contre, s'il y a un seul état, dans ce cas, la machine du Turing n'est pas non déterministe, mais plutôt déterministe. Et ça, c'est la différence entre machine du Turing non déterministe et une machine du Turing déterministe. La machine du Turing, donc non déterministe, par le fait que nous allons faire des retours en arrière, des backtracks, va faire de sorte que le temps de résolution pourrait augmenter énormément. Donc l'arbre de recherche à explorer au niveau de la base, il pourrait avoir donc une base, un nombre de feuilles à la fin, à la base, qui est très important, ce qui va faire de sorte que le temps de résolution va augmenter de manière, si vous voulez, exponentielle en fonction de la taille du problème. Mais quand même, ces problèmes, on pourrait leur apporter une solution algorithmique exacte à travers la machine du Turing non déterministe. Et si vous voulez, pour ces problèmes, on a une solution standard qui permet de résoudre ces problèmes qui consiste simplement à explorer l'arbre de recherche des diverses solutions possibles. Donc un algorithme, un simple algorithme de parcours d'arbre est une solution qu'on pourrait l'exécuter sur la machine du Turing non déterministe et qui a la possibilité de résoudre les problèmes de complexité non déterministe. Alors, le principe de calcul est aussi lié à la machine du Turing et simplement, la complexité temporelle d'une solution algorithmique, si nous avons deux solutions algorithmiques, une solution algorithmique A1 et une autre solution algorithmique A2, et si on voudrait comparer les deux solutions algorithmiques A1 et A2 en termes de complexité temporelle, alors pour calculer la complexité temporelle de la première solution A1, il suffit simplement de calculer le nombre de transitions sur la machine du Turing qui n'est autre que la complexité temporelle de cette solution. La même chose si nous allons faire calculer la complexité temporelle de la solution A2, il suffit de calculer le nombre de transitions sur la machine du Turing si le nombre de transitions est effectué par la table d'action de la machine du Turing qui est simplement la complexité temporelle de notre solution algorithmique. Alors, ce qu'il y a à retenir, c'est que toute solution algorithmique, on pourrait l'exécuter à travers la machine du Turing en utilisant la table d'action. Et la complexité temporelle, ce n'est autre que le nombre de transitions effectuées par cette table d'action de la machine du Turing. Alors là, je vais en fait parler, et si nous avons une solution où on ne pourrait pas présenter une solution algorithmique, si nous avons par exemple un problème de décision, on voudrait le résoudre. Si nous avons un problème, là où nous n'avons pas la possibilité de présenter une solution algorithmique ni sur la machine du Turing déterministe, ni sur la machine du Turing non déterministe. Dans ce cas, nous allons faire appel à quoi pour la résolution? Tout à l'heure, j'ai parlé d'approximation de problème et je vous ai dit nous allons faire aussi le lien de cette approximation avec la machine du Turing. Et là, en fait, je vais poser quelques questions, les laisser ouvertes et lorsque nous allons traiter la méthode de calcul, par la suite, nous allons parler au niveau du chapitre 4 et 5 sur une manière de résoudre ces problèmes là où la machine du Turing échoue. Mais je vais dire, limite de la machine du Turing, c'est qu'il n'y a pas déjà d'apprentissage.
La limite de la machine du Turing, comme nous l'avons présenté, c'est qu'on a simplement une table d'action qui va exécuter une solution algorithmique. La machine, si j'essaie de la comparer avec l'être humain, n'a pas la possibilité d'apprendre de sa propre expérience. Cette machine n'a pas la possibilité de prendre des décisions là où nous avons un caractère aléatoire. Par exemple, si je reprends le cas où un étudiant va chercher donc un étudiant en termes de licence, il va donc décider est-ce qu'il va continuer ses études de master professionnel, master de recherche, travailler, qu'est-ce qu'il va faire. Chacun de vous, en fait, il va opter par un certain mécanisme à prendre une décision et vous avez déjà décidé d'être ici. Ceci veut dire que vous avez déjà donné une approximation à ce problème qui est un problème de décision. Mais vous êtes quand même en train de utiliser une sorte de manière, de façon à traiter ce problème. Et la question, est-ce que la machine du Turing peut évoluer à façon à ce que elle pourrait avoir la même procédure que vous avez utilisée pour décider. Est-ce que cette procédure, on pourrait la présenter sous forme d'un ensemble d'instructions à faire afin de prendre une telle décision? Alors ici je m'arrête un peu et je vais dire que par exemple je suis un étudiant en licence en troisième année, je vais prendre une décision si je vais faire master professionnel, master de recherche ou travailler. Voilà, je vais fixer mes objectifs. Mon objectif c'est d'avoir principalement un bon travail avec un bon salaire et idéalement là, je suis en train de donner des priorités au niveau de mes objectifs. Donc, mon premier objectif, c'est déjà d'avoir un travail et un salaire. Et j'ai dit idéalement que ce travail doit s'effectuer en quelque chose que j'aime bien. Je veux pas m'ennuyer, je veux pas faire un travail là que j'aime pas trop, mais ceci n'est pas classé en premier lieu. Alors, cette manière de dire que je veux avoir un travail avec un bon salaire, ça va me permettre, par exemple, de comparer les diverses solutions qui vont être donc présentées. Et cette manière, est-ce qu'il y a un moyen de l'exprimer au niveau d'une machine du Turing? C'est pour ça qu'on dit que si les limites de la machine de Turing, il n'y a pas de l'apprentissage, il n'y a pas la possibilité de raisonner pour les problèmes de décision, les problèmes un peu difficiles. Ma question, pouvez-vous présenter une solution algorithmique pour n'importe quel problème? On a dit que non, mais y a-t-il des limites au niveau de la présentation des solutions pour les problèmes de décision? Et est-il possible de rendre la machine du Turing actuelle une machine du Turing capable à résoudre ces problèmes? Est-il possible au niveau des diverses composantes qu'on a présentées de faire de sorte que notre machine du Turing a la possibilité de trouver un moyen pour raisonner, pour approximer les problèmes un peu difficiles? C'est au niveau de la table de transition que tout pourrait se passer. Alors, si on essaie de comparer la machine du Turing avec l'être humain, l'homme a la possibilité d'apprendre de son expérience, l'homme a la possibilité de, si vous voulez, donner un ordre par rapport aux divers objectifs qu'il fixe. Aussi, l'homme est capable à aimer, il est capable à sentir, ce qu'il n'est pas fait avec une table de transition. Donc, la question, si vous voulez que je vais la laisser ouverte, j'ai essayé juste de donner quelques exemples. Pouvez-vous améliorer le modèle de conception d'une machine du Turing afin de l'approcher de l'être humain, de la manière à ce que l'être humain est en train de prendre des décisions? Toute solution apportée à ce niveau, ça représente en fait les travaux qui ont été effectués, les travaux d'améliorer les solutions apportées pour les problèmes un peu difficiles à partir des années 50 jusqu'aux années 2020.
Si vous voulez, comme problème récent, je peux parler des voitures autonomes. Et comme les problèmes des années 80, on pourrait parler de tout ce qui est robotique et l'utilisation du robotique au niveau de l'industrie. Et à partir déjà des années 50, on a parlé d'utilisation de la base logique, de la logique mathématique pour formuler des solutions et ça, ce qui a donné par la suite comme résultat les systèmes experts où on essaie de présenter la manière qu'un expert cherche à résoudre un problème un peu difficile sous forme d'un ensemble de conditions et de règles pour l'exécution, pour résoudre ces problèmes. Alors, comme dernière section de ce chapitre, donc avant bien sûr la conclusion, nous allons présenter quelles sont la complexité pour un problème algorithmique et donc une classification des problèmes selon la complexité algorithmique. Alors là, en fait, l'objectif de la théorie de complexité, si vous voulez, une réponse à la question qu'on a posée au début de cette séance, la réponse à un problème peut-elle être donnée très efficacement ou au contraire être inatténuable, donc nous n'avons pas la possibilité d'apporter une solution à ce problème. À quel niveau de difficulté pouvons-nous obtenir une réponse à un problème algorithmique? Et la dernière question, pouvons-nous donc classer les problèmes selon le niveau de difficulté pour obtenir une réponse? Alors, la théorie de la complexité, elle donne en fait une réponse à toutes ces questions. N'importe quel chercheur, n'importe quel informaticien qui est en train d'exécuter son travail, il a besoin de maîtriser la réponse à ces questions avant de s'investir à présenter des solutions à des problèmes donnés. Alors, au travail par exemple, votre directeur, votre supérieur, il va vous demander d'apporter des solutions à des problèmes. Et vous pouvez rester des mois en train de préparer des solutions algorithmiques. Si vous ne maîtrisez pas la complexité algorithmique, vous pouvez perdre des mois en programmation, en développement de la solution algorithmique, en un travail jour et nuit pour présenter une solution. Mais par la suite, votre solution n'est pas efficace. Vous pouvez donner un temps énorme pour résoudre un problème alors qu'il n'y a pas de solution algorithmique pour ce problème et vous êtes en train de chercher une solution algorithmique pour un problème là où il n'est pas exécutable et ne peut pas être résolu sur la machine du Turing. Et dans ce cas, vous n'êtes pas en train de prendre la bonne direction pour, au lieu de résoudre, approximer votre problème qui a été proposé par votre supérieur. Si par exemple pour un problème là où on connaît qu'on pourrait le résoudre seulement avec la machine du Turing non déterministe et vous cherchez une solution sur la machine du Turing déterministe pour le résoudre, un simple contre-exemple peut mettre tout le travail que vous avez effectué durant des mois, jours et nuits et tout ça, pourrait donc faire de sorte que tout ce travail n'a aucun sens, il n'est pas utile et on pourra pas l'utiliser pour la résolution de la problématique proposée par votre supérieur. Alors aussi donc savoir déterminer le niveau de difficulté que nous allons le traduire par la classe de complexité algorithmique, ça va vous permettre de choisir quelle approche pour la résolution. Si au niveau de difficulté je dis que mon problème est un peu difficile, donc dans ce cas c'est pas la peine de chercher une solution algorithmique car il n'y en a pas. Et dans ce cas, il faut opter pour une stratégie d'approximation du problème afin d'apporter une solution, n'est pas exacte, mais une solution qui peut être considérée comme
utilisable où elle pourrait aider le décideur à prendre la bonne décision. Et on parle généralement à des outils d'aide à décision que vous allez apporter. Alors, la classification des problèmes va vous apporter un point fondamental. Elle pourrait vous faire gagner énormément du temps au niveau de votre travail. Elle va vous aider à choisir la bonne stratégie, la bonne manière pour résoudre votre problème, pour l'approximer s'il n'y a pas de solution algorithmique. Et elle va vous faire épargner un temps considérable par la suite si vous allez prendre une mauvaise direction en choisissant, en essayant de résoudre un problème de classe. Par exemple, là où on ne pourrait pas lui apporter une solution sur la machine du Turing déterministe, si vous allez passer énormément du temps à lui chercher une solution, ceci peut conduire au fait que vous allez perdre ce temps. Surtout, je vous donne comme exemple, il y a des personnes qui ont passé des années, une vingtaine d'années en train de chercher à résoudre des problèmes là où on connaît qu'il y a des solutions sur la machine du Turing non déterministe par une solution algorithmique qu'on pourrait la faire tourner sur la machine du Turing déterministe. Alors, bien que j'ai dit qu'il est très important de connaître les classes et la distinction entre la classe déterministe et non déterministe, j'insiste à dire aussi qu'il n'y a pas de résultat théorique, une démonstration claire qui indique qu'il y a une différence ou égalité entre ce qui est soluble par la machine du Turing déterministe et par la machine du Turing non déterministe. Les classes des problèmes sont classées de cette manière en se basant sur ce que la machine du Turing est capable à résoudre. Et pour les classes de complexité, on va dire que établir une sorte d'hierarchie de difficulté entre les problèmes algorithmiques dont les niveaux sont appelés des classes de complexité. Alors pour la classe déterministe polynomiale, ce sont les problèmes qu'on pourrait résoudre avec la machine du Turing déterministe. Pour les problèmes de la classe non déterministe polynomiale notée MP, ce sont les problèmes qu'on pourrait leur apporter une solution algorithmique exacte avec la machine du Turing non déterministe. Et si la machine du Turing non déterministe échoue au niveau de l'apport d'une solution algorithmique à un problème, ce problème sera classé dans la troisième classe qui est la classe non déterministe polynomiale difficile. MP difficile. Alors, comme conclusion de ce premier chapitre est une introduction à la complexité algorithmique et nous avons présenté ces trois points, algorithmique, machine du Turing et calculabilité. Par la suite, nous avons présenté comment la machine du Turing est la base à la calcul de la complexité. On a dit que c'est autre que le nombre de transitions pour la complexité temporelle, et je peux même, à partir d'aujourd'hui, même pour la complexité spatiale, c'est autre que le nombre de cases que nous allons utiliser au niveau de la machine du Turing qui va indiquer c'est quoi la complexité spatiale. Alors, la classification des problèmes en problèmes non, en problèmes déterministes polynomiales, ceux qui sont qu'on peut leur apporter une solution avec la machine du Turing déterministe. Les problèmes MP non déterministes polynomiaux, ce sont les problèmes là où nous avons la possibilité de leur apporter une solution avec la machine du Turing non déterministe. Si la machine du Turing ne peut pas apporter de solution algorithmique à un problème, on dit que ce problème n'a pas de solution algorithmique exacte et dans ce cas, c'est un problème classé dans la classe MP difficile. La plupart des problèmes que vous allez rencontrer, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau de votre vie
que vous êtes en train de résoudre pratiquement tous les jours sont des problèmes de la classe non déterministe, polynomiale, difficile. Pour ces problèmes, il n'y a pas de solution algorithmique exacte sur la machine de Turing, ni la machine de Turing déterministe, ni la machine de Turing non déterministe. Pour ces problèmes, la meilleure approche, c'est de trouver une sorte d'approximation à ce problème et à partir de cette approximation, présenter une solution qu'on pourrait la faire tourner sur un ordinateur afin d'approximer ce problème et lui apporter une solution acceptable en termes de résultats. Et pour déjà, comment on pourrait, si je vous pose la question, comment on pourrait comparer deux solutions pour un problème un peu difficile, pour un problème de décision. Si vous avez une solution, une approximation AP1, un problème P étoile qui est de la classe un peu difficile, un problème P étoile qui est un problème de décision, et une autre approximation à P2 pour ce même problème, comment vous pouvez dire quelle est la meilleure si ici nous n'avons pas déjà la possibilité de résoudre le problème de manière exacte? Alors pour ces problèmes, la meilleure approche c'est de se comparer avec l'être humain. On essaie de faire la comparaison entre la solution algorithmique et entre un être humain qui est en quelque sorte expert dans ce domaine. On essaie de faire la comparaison entre ce que nous avons apporté comme solution programmable, approximation au problème un peu difficile, par rapport à ce que l'être humain pourrait faire. Et j'ouvre une petite parenthèse ici à la fin de cette séance en parlant par exemple de la solution apportée pour les voitures autonomes. Alors ici par exemple en 2020 le projet a été totalement concrétisé, les travaux ont commencé à partir de 2015-2016 pour présenter une voiture qui a la possibilité de circuler et sans avoir besoin d'un conducteur au volant. Alors, la société de Google a présenté ce qui a été connu sur le nom de la voiture de Google. Et cette voiture a la possibilité de conduire sans la présence d'un conducteur au volant. Et déjà en 2016, on parle d'un accident qui a été commis par cette voiture en 2000, je crois, 17 ou quelque chose comme ça. Une autre société, à part celle de Google, a présenté aussi des solutions de voitures autonomes et elle a aussi commis des accidents. La question ici, est-ce que ces solutions ne sont pas efficaces? Comment juger l'efficacité de ces diverses solutions? Est-ce que le projet doit continuer? Oui, il a continué et aujourd'hui en 2020, on parle même de la concrétisation. Précisément en mois d'avril, il y a eu donc en USA et je crois en Californie, la voiture a eu même un statut légal, juridique, là où on pourrait avoir une voiture sans conducteur. Alors, pour ces voitures, en fait, c'est certainement le fait de présenter une solution sur ordinateur pour conduire une voiture. Nous sommes en train de présenter une solution pour un problème un peu difficile. Nous avons dit au niveau de la complexité algorithmique, c'est un problème de décision si vous voulez. Nous avons dit que pour les problèmes de décision, nous ne pouvons pas apporter des solutions algorithmiques exactes. Donc ce qui a été utilisé pour présenter une voiture autonome, ce n'est autre qu'une approximation à ce problème et une manière de présenter une approximation au problème qui est le problème de conduire sous forme d'un ensemble d'instructions qu'on pourrait les faire tourner sur un ordinateur. Et cette solution a été considérée comme solution acceptable par le fait que, en comparant la solution apportée par rapport à ce que l'être humain est capable à faire, on a trouvé que cette solution comparée à l'être humain est d'une efficacité importante.
Je me rappelle que en 2016, lorsqu'on a demandé aux responsables de la société de Google quelle est en fait pourquoi la voiture de Google a commis un accident là où le, le logiciel responsable à la conduite est le responsable à l'accident, la réponse était d'accord, notre solution a commis un accident, mais comparé à l'être humain, le nombre d'accidents commis par notre solution et au niveau de la pratique reste très faible par rapport à ce qu'on pourrait avoir avec un être humain qui est en train de conduire et vous pouvez donc constater que les êtres humains sont toujours en train de commettre des accidents. Alors ici, on revient à ce qui est de comparaison pratique théorique au niveau de la présentation des approximations. La meilleure façon d'évaluer l'efficacité de cette, en quelque sorte, approximation, ce n'est autre que le fait d'apporter une comparaison pratique avec ce que l'être humain est capable à faire. Et si vous arrivez à trouver une approximation domine ce qu'il peut être effectué par un être humain et surtout si vous choisissez un être humain expert dans le domaine, vous pouvez juger que votre approximation est d'efficacité importante. Alors je reviens à celui qui est en train de travailler et son supérieur lui demande de résoudre un problème un peu difficile. Dans ce cas, la meilleure approche sera d'apporter une approximation à ce problème, la faire comparer avec ce que un être humain expert au niveau de la prise de décision, au niveau de la problématique à résoudre, essayer de comparer ce que l'être humain est capable à faire avec ce que votre solution pourrait apporter afin de pouvoir valider pratiquement l'efficacité de votre solution au lieu de si quelqu'un qui ne maîtrise pas la complexité algorithmique, il va naturellement s'investir à présenter une solution pour ce problème sous forme d'une solution algorithmique exacte et dans ce cas un simple contre-exemple pour ce qu'il a été présenté va faire de sorte que ce qui a été présenté, si vous allez dire voilà un problème un peu difficile et je lui apporte cette solution algorithmique exacte pour la résolution, dans ce cas on va vous dire simplement que vous êtes en train d'apporter une solution pour un problème un peu difficile. Et si on prend le cas ceci, donc le contre-exemple, votre solution ne pourra pas donner la bonne solution, ne pourra pas donner la solution exacte à ce problème et donc là en fait votre solution n'a pas réellement une utilité pratique au niveau de l'utilisation et ce que vous êtes en train de dire est théoriquement n'est pas correct. Alors je reviens au point, vous allez dire monsieur mais si je suis en train de résoudre des problèmes un peu difficiles tous les jours, il n'y a pas de solution algorithmique, je vais passer par une approximation. Et on pourrait faire la comparaison uniquement par les simulations. Pourquoi nous allons étudier et s'investir à présenter donc des études au niveau de la complexité algorithmique? Car même votre approximation, on pourrait lui mesurer la complexité algorithmique. Et au niveau de votre approximation, vous allez apporter certainement plusieurs solutions pour des sous-problèmes, là où vous allez apporter des solutions exactes. Si vous allez diviser votre problème en plusieurs sous-fonctions, sous-programmes, et s'il y a des parties là où vous pouvez apporter des solutions algorithmiques exactes, il faut savoir aussi choisir la meilleure. Donc, nous arrivons ici au terme de cette première séance. Comme il n'y a pas eu de questions au niveau de cette présentation et afin d'enrichir votre cours, alors nous allons faire de sorte que ce cours restera ouvert à toutes les questions. Là, en ce moment même, il n'y a pas de présent, peut-être dû à la qualité de la connexion. Ce que nous allons faire, nous allons vous héberger donc le cours sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez donc, vous allez trouver le lien de l'hébergement au niveau de votre au niveau de votre espace de cours. Et n'hésitez pas surtout à poser
des questions sur un forum que nous allons créer au niveau de votre espace de cours et ceci donc va nous permettre de présenter de répondre à toutes les questions que vous allez donner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser afin de compléter ce que nous avons fait au niveau de cette présentation et ça va nous permettre de savoir quels sont les points que vous voulez les discuter. Aussi, en termes du plan, est-ce que vous proposez d'ajouter d'autres choses? Ça reste totalement ouvert à vos suggestions et je vous attends donc pour toutes les questions que vous pouvez apporter. Merci pour votre attention et on se trouve ici au terme de ce cours. Et on va reprendre avec la prochaine séance. Nous allons reprendre avec le deuxième chapitre. Merci et à la prochaine.